Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. La ministre des Affaires étrangères du Canada séjourne depuis aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ce jusqu'à demain mardi 20 août. Une visite officielle dans le cadre de l'amélioration de la coopération bilatérale entre les deux pays. Par ailleurs, le Canada a offert aujourd'hui 15 voitures frigorifiques à la Côte d'Ivoire. Elles serviront aux différentes campagnes de vaccination à travers le pays. La lèpre doit disparaître de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'est fixé l'horizon 2030 comme objectif pour parvenir à cette éradication totale. La stratégie en vue d'atteindre cet objectif reste le dépistage précoce et le traitement des malades de la lèpre et de leurs proches. Le programme national de lutte contre la lèpre a séjourné à Béoumi. On fait le point dans le dossier de ce soir. Et puis le chiffre de ce 23h, 22 000 migrants clandestins sont arrivés en Espagne, dans l'archipel des Canaries, entre le 1er janvier et le 15 août 2024. C'est un chiffre considérable qui a plus du double par rapport à la même période l'an dernier. On en parle en toute fin d'édition. La Côte d'Ivoire et le Canada ont signé aujourd'hui un protocole d'entente. Il va permettre notamment de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre les deux pays. Cette signature intervient dans l'agenda de l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada. Elle est en visite en Côte d'Ivoire ce 19 et 20 août 2024. La séance de travail, vous le verrez, s'est tenue dans la commune du Plateau ce lundi. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire et le Canada célèbrent aujourd'hui 62 ans de coopération fructueuse et dynamique. Ce partenariat, qui s'est renforcé au fil des décennies, trouve une nouvelle impulsion dans la signature d'un protocole d'entente cadre entre la coopération commerciale canadienne et l'État ivoirien. Dans le cadre de cette visite officielle, mon objectif était de travailler à ce qu'on puisse approfondir cette relation entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Relation basée sur une sincérité. Et quoi de mieux que cette entente que nous allons signer aujourd'hui ensemble, qui est essentiellement de développer davantage les opportunités entre nos entrepreneurs, entre nos leaders économiques de nos deux pays. Et vous pouvez compter sur le Canada en tant qu'ami de la Côte d'Ivoire, de la région et de l'Afrique. Cet accord qui marque une étape importante dans le renforcement des liens commerciaux entre nos deux pays, témoigne de notre engagement constant en faveur du développement et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique. Il a pour objet de consigner les attentes des parties et de faciliter les échanges d'informations dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, y compris les transports, l'énergie, l'information et la communication, ainsi que la santé, l'éducation, le logement, l'agriculture et les technologies vertes. Pour la Côte d'Ivoire, le Canada représente un partenaire de premier plan, un acteur clé de l'économie ivoirienne. En 2020, les actifs dans le secteur minier s'élevaient à environ 400 milliards de francs CFA et en 2021, on note d'importants engagements financiers. Par ailleurs, le Canada a offert aujourd'hui 15 voitures frigorifiques à la Côte d'Ivoire. Elles serviront aux différentes campagnes de vaccination à travers le pays. C'est à Trècheville que la cérémonie de remise a eu lieu ce lundi, sous le regard de Mariam Sangari. En visite officielle en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, remet les clés de 15 véhicules frigorifiques de vaccination au ministre ivoirien de la Santé Pierre Demba. Ce don de l'État canadien vise à améliorer la qualité de la vaccination en routine dans 15 districts sanitaires du pays. Extrêmement content d'être ici pour non seulement démontrer notre amitié avec le peuple ivoirien, avec la Côte d'Ivoire, mais aussi notre engagement pour la santé des Ivoiriens. Ces véhicules permettront donc de renforcer la stratégie mobile dans les districts sanitaires à faible performance. Oui, parce qu'on a identifié quelques districts où la vaccination est vraiment en retard par rapport au reste du pays et nous allons intensifier donc nos actions dans ces districts. Soit 611 aires sanitaires responsables de la vaccination dans 11 640 localités. Ces matériels roulants sont estimés à une valeur d'environ 6 milliards de francs CFA.
C'est un reportage commenté par Khalil Diomandé. Et dans le dossier de ce soir, nous menons la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire. 13 cas ont été dépistés dans le seul village de Golipla, dans le département de Kounaïri. Un chiffre trop élevé au moment où le gouvernement multiplie le dépistage précoce et le traitement des malades. La lèpre ne devrait plus exister en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Cet objectif gouvernemental est-il une vue de l'esprit? En réponse, dans ce dossier que nous propose ce soir, Victorine Yaouyoboué. Au passage du crieur, les populations de Golipla font mouvement vers l'école primaire du village. L'équipe du Programme national pour l'élimination de la lèpre, PNEL, avec d'autres spécialistes des maladies de la peau déjà installés dans des salles de classe. Ils examinent des élèves. C'est un dépistage intégré que nous faisons pour mieux utiliser les ressources à disposition. Donc ce dépistage-là, il va consister toutes les maladies cutanées de la peau. Contre toute attente, des taches symptomatiques de la lèpre sont découvertes sur un écolier. Nous venons de dépister un malade de la lèpre. Nous allons le mettre sous traitement. Le traitement est gratuit et ça dure 6 mois. Quand le malade prend sa première dose, il n'est plus contagieux. Donc la première dose, on appelle ça la dose supervisée. C'est une dose que le malade doit prendre en présence du praticien. Depuis 9h jusqu'à présent, c'est-à-dire à midi, nous avons détecté 8 cas de lèpre, tous pratiquement multibaxillaires, c'est-à-dire la lèpre qui est très contagieuse. Et si rien n'est fait, ces mêmes malades vont contaminer d'autres personnes. Pourtant, ce village ne fait pas partie de la zone préalablement ciblée par la campagne. 8 cas dans un seul village. Ça nous fait réfléchir. Normalement, ce village n'était pas prévu puisque c'est dans le district de Kounaïri. C'est après la séance de travail avec le district sanitaire, le DD a demandé à l'équipe de venir investiguer. Finalement, ce sont 13 cas de lèpre qui sont diagnostiqués dans le seul village de Golipla après 7 heures de consultation. Malgré les tâches, aucun de ces malades n'avait soupçonné la lèpre. Bon, les maladies, je ne sais pas c'est quel genre de maladie. Ils voulaient chercher l'argent pour aller me soigner. Moi, je pensais que c'est totem que j'ai mangé, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, je n'ai pas pu aller à l'hôpital. J'ai commencé à faire les médicaments là, juste ça. Et puis, ça arrivé gravement maintenant. De l'avis des praticiens, l'ignorance et la pauvreté sont des terreaux fertiles pour la transmission de la lèpre. Dans un tel contexte, disent-ils, le seul moyen de briser la chaîne de transmission de la lèpre, c'est de multiplier les campagnes de dépistage actifs. Mieux, le PNEL préconise le dépistage et la prise en charge des cas contacts. Il y a du travail à faire parce que nous devons rechercher tous les sujets contacts de ces cas index. Nous devons les enregistrer, nous devons les examiner et puis ensuite administrer vraiment la chimioprophylaxie préventive qui est la dose unique de rifampicine. Parce que l'objectif, c'est de briser, d'interrompre la chaîne de transmission de Mycobacterium leprae. Dans l'entendement des populations, on parle de lèpre quand il y a des infirmités telles que les doigts fourchus ou la cécité. Or, à ce stade avancé de la maladie, le lépreux soigné guérit, mais il ne retrouvera plus son intégrité physique. Chaque année, nous dépistons parmi les nouveaux cas 20% qui seront handicapés du fait de la lèpre. Donc, en tant que directeur de programme, nous avons un travail à faire en amont. Parce que ceux aujourd'hui qui sont dépistés déjà avec des séquelles, c'est parce qu'ils sont dépistés tardivement. Et moi, c'est ça mon défi. Devenus handicapés, ces survivants de la lèpre, généralement exclus de leur famille, ont besoin d'être assistés. Outre la lutte contre la maladie, le PNEL et ses partenaires essaient de leur venir en aide avec des activités génératrices de revenus AGR. Il y a eu le projet là, mon nom a été sorti, il y a eu 150 000. Et ça, il s'est débrouillé à ça. En tout cas, mon travail, je peux dire qu'il y a les clients. Je viens d'Agboville. Je suis coordonné, Dieu a fait, ils sont venus nous aider. Vendre chaussées. Tout ma main est gâtée. Mais là, c'est pas main ça travaille. C'est cerveau. Le projet qu'on m'a donné là, c'est le jus, l'eau. Et c'est pas qu'un jour comme ça, je m'habille un jour comme ça. Parce qu'il n'a fait rien même. Mais maintenant, là, depuis, comment vous voyez là,
crédit là. Maintenant, il sort, je rentre là. Mon enfant là, au bout des pains là, donne ça à mon fils. Le projet que nous mettons en œuvre ici s'appelle projet Restore, vise à aider les personnes qui ont été affectées et qui sont devenues pauvres. Nous leur apportons une formation en éducation financière pour qu'ils sachent gérer l'argent qu'ils vont gagner, de retrouver de la dignité. Pour ceux qui ont encore des plaies, plus nécessaire de se rendre régulièrement à l'Institut Ralph Laureau grâce au kit d'auto-soin. Depuis qu'on a eu le kit d'auto-soin, que moi je me soigne à la maison, je trempe mon pied avec beurre de karité, je me sens à l'aise dedans. Je suis bien formé. Je peux former les autres, même si ils veulent que je les forme. Parce que de nos jours, prendre le pied de ton camarade puis soigner, c'est pas facile. Malgré ces stigmates et l'étendue de la tâche, le programme national pour l'élimination de la lèpre reste confiant quant à l'atteinte de l'objectif zéro lèpre d'ici à 2030 en Côte d'Ivoire. Chose possible avec un engagement fort du gouvernement et l'appui financier des partenaires. Dans un autre chapitre, la 6e session du cours des commandants d'unité de gendarmerie a pris fin. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, a procédé lui-même à la remise des diplômes à ses 16 officiers ayant suivi cette 6e session à l'école de gendarmerie de Torogui. Le reportage de Frédéric Oulaï et Éric Goré. Les stagiaires du cours de commandant d'unité de gendarmerie reçoivent leur parchemin de fin de formation à l'issue de 5 mois d'activité à l'école de gendarmerie de Torogui. Ces officiers sont désormais aptes à assurer la responsabilité des unités de gendarmerie. Il est important de noter qu'il nous a donné l'opportunité d'abord de nous inspirer du modèle organique et opérationnel de la gendarmerie ivoirienne afin d'enrichir aux besoins celle de nos pays respectifs. Ensuite, de tisser des liens d'amitié et de coopération entre officiers de gendarmerie seuls. Et enfin, de connaître la Côte d'Ivoire dans sa diversité socio-culturelle. Ces officiers composés de 7 Ivoiriens, 2 Camerounais, 2 Gabonais, 2 Congolais et 3 Guinéens obtiennent la moyenne supérieure. Durant 5 mois, l'équipe d'encadrement s'est employée sans ménagement à atteindre les objectifs du stage qui étaient de 3 ordres. D'abord, développer chez les officiers stagiaires l'aptitude à travailler dans un environnement contraignant et cela dans des délais réduits. Ensuite, leur faire acquérir les outils de commandement opérationnel, de leadership et de management. Et enfin, développer les compétences dans l'administration d'une unité élémentaire ou d'un service de gendarmerie. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, se réjouit de cette formation qui s'ouvre à d'autres pays. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, vous devez travailler à être un modèle. Travaillez dans vos différents pays pour la stabilité. L'État nous fait confiance pour ça. L'État nous demande simplement une petite chose, assurer sa sécurité, assurer la sécurité des populations. Cette cérémonie est l'occasion pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de renforcer les liens à travers des présents aux représentants des pays respectifs. En retour, les nouveaux commandants d'unité ont fait don de sabres, symbole de la gendarmerie nationale, au général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Nous sommes à moins de 6 mois de 2025 et qui dit 2025 en Côte d'Ivoire parle forcément de l'élection présidentielle d'octobre, une période propice aux internautes et autres cyberactivistes véreux de s'adonner à une manipulation des masses à travers les fausses nouvelles. La lutte contre les fake news a déjà commencé. Elle est menée par les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire, des forces de l'ordre, des représentants des ministères, des membres de la société civile, mais aussi des confrères journalistes ont été conviés à 3 jours de renforcement de capacités sur les bonnes pratiques. C'est ce que nous montre Walter Amadou Ouattara. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les pays de notre continent sont confrontés aux défis du changement climatique, des conflits armés, des coups d'État militaires et des crises économiques, occasionnant ainsi des déplacements de population. Ces réalités actuelles sont aggravées par la désinformation.
Dans un esprit de prévention, à environ une année avant les futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique initie cette session de renforcement de capacités et d'échanges. Les participants lèvent un coin de voile sur leurs attentes. C'est d'avoir toutes sortes de stratégies, savoir les contours, qu'est-ce qui occasionne l'information toxique. Et mes attentes surtout, c'est de savoir les moyens pour pouvoir lutter contre toutes sortes de désinformations. 3 jours d'échanges et de retour d'expérience contre la désinformation constituent le fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Ce séminaire s'inscrit dans l'accord que nous avons signé en avril pour travailler ensemble pour combattre la désinformation et d'encourager un écosystème d'information où les citoyens peuvent avoir accès aux faits et d'encourager un civisme et le dialogue dans une démocratie. C'est l'occasion de trouver les solutions, d'avoir des stratégies concrètes pour lutter ensemble contre la désinformation. Au nombre des intervenants qui proposent des solutions, des experts certes, mais également des forces de l'ordre, représentants des ministères, membres de la société civile et des journalistes. Le premier axe, c'est vraiment le fait d'exhorter les journalistes à être de plus en plus présents sur Internet, sur la toile, pour permettre aux uns et aux autres justement d'avoir la bonne information. Et puis ensuite, il faut se mettre ensemble, créer des comités de lutte contre les fake news, créer des groupes de fact-checking qui permettent justement aux internautes d'avoir des outils pour pouvoir déceler la vraie et la fausse information. À l'ère de l'intelligence artificielle, on parle de plus en plus de deepfake. Ces différentes notions-là sont justement à partager avec les populations et permettent aux populations d'être au fait justement de ces outils disponibles également sur Internet pour permettre de déceler la vraie et la fausse information. Depuis sa création en 1999, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique sert de plateforme d'échange dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens. Cela en soutien à la politique des États-Unis d'Amérique à l'égard de l'Afrique. La plateforme DigiFemme et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont signé un protocole d'accord dans la commune de Cocody. Cette signature s'inscrit dans la promotion des compétences numériques et entrepreneuriales des femmes en Côte d'Ivoire. La ministre Nassene Batouré a encouragé les femmes à s'approprier le digital. Le reportage d'Olivier Kra et Amidi Rassouba. Développer les compétences de la femme dans le digital et l'encourager à s'adonner au numérique pour une meilleure insertion professionnelle. Le sujet est au cœur de cette signature de convention. Ce programme qui améliore l'employabilité féminine est soutenu et encouragé par plusieurs partenaires techniques et financiers. Le numérique, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et les personnes qui sauront utiliser le numérique pourront tirer parti de cette économie numérique qui a énormément d'opportunités. Et donc, c'est dans une démarche collective de croissance des individus, de croissance des femmes et d'amélioration de leurs conditions et surtout de compréhension de leur place en tant qu'acteur économique clé du développement de la Côte d'Ivoire. La digitalisation au cœur de la société. DigiFemme bénéficie à cette phase pilote du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Selon la tutelle, cette initiative participe au renforcement de capacités de la femme et à son autonomisation. C'est un événement, de mon point de vue, qui marque une étape significative dans notre engagement partagé envers l'autonomisation des femmes et l'égalité à travers les outils numériques. Grâce à cette initiative, diverses formations, ateliers et ressources seront proposées pour accompagner les femmes dans leur développement personnel et contribuer au progrès de notre pays. Ensemble, nous élaborerons des programmes adaptés aux besoins des femmes sans en exclure aucune. La campagne démarre ce samedi dans la commune de Benjerville. Elle va s'étendre aux communes de Yopougon et à Bobo. En attendant, le tour des villes de l'intérieur du pays. DigiFemme Learn, aussi appelée l'école de la deuxième chance, est une plateforme de cours en ligne conçue pour permettre aux femmes de renforcer leurs compétences numériques, interpersonnelles et entrepreneuriales. Le groupe parlementaire RHDP du Sénat sillonne les localités de la Côte d'Ivoire. Les sénateurs expliquent aux populations les lois votées au cours de la première session 2024. Notre équipe de reportage a suivi la récente rencontre de Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra, Kader Sogodogo.
Salle de réunion de la préfecture de Daloa. Les populations de la région du Haut-Sassandra reçoivent le groupe parlementaire RHDP au Sénat. Une mission d'explication de lois votées lors de la première session 2024. Une action qui vise à rapprocher le législateur des populations qui l'ont mandaté. Des lois à expliquer. Il faudrait que la population sache que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire aussi a pris des dettes. Mais la dette aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se développe. Vous voyez ses hôpitaux, vous voyez ses routes, ses universités. C'est avec ces dettes qu'il faut travailler. Et nous, quand nous travaillons aussi, nous remboursons nos dettes. Et nous faisons confiance à nos présidents qu'il n'y a pas de surendettement en Côte d'Ivoire. L'éléphant est un animal emblématique pour notre pays. Notre équipe nationale, c'est l'éléphant. Au vu des disparités des éléphants, donc une loi a été votée pour vraiment protéger les éléphants de notre cher pays. Des populations qui apprécient cette démarche de l'institution dirigée par la présidente Kandia Kamisoko Kamara, le Sénat. Moi, ce qui me touche sincèrement ce matin, c'est le côté très sensible de la nationalité ivoirienne. Le titre foncier dont ils ont parlé aussi, c'est un titre très important. Leur venue est très intéressante et chaque fois, il faut qu'ils viennent pour nous éclaircir. Parce que nous attendons toujours beaucoup d'eux. Après Daloa et le Haut-Sassandra, c'est Adzopé, chef-lieu de la région de Lamé, qui sera visité par la mission du groupe parlementaire RHDP au Sénat. La lettre et l'esprit ne changent pas. Et dans le chapitre politique, en prélude à la révision de la liste électorale de la coordination du RHDP de la région du Poro remobilise ses militants. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafanakone, était à Korogo ce week-end avec une délégation du secrétariat exécutif chargé des élections. Le point d'Ami Sissoko. Enrôler le maximum de nouveaux électeurs. À Korogo, la question était au centre de cette rencontre entre la coordination du RHDP Poro, à sa tête Gilbert Kafanakone, président du directoire du RHDP, et les responsables du parti des Oufouettistes du Poro. C'est un prélude à la révision de la liste électorale. Ce sont 1 100 000 nouveaux inscrits qui sont attendus par le parti sur toute l'étendue du territoire, dont 69 000 pour le Poro. Nous sommes en phase de préparation de la révision de la liste électorale et nos objectifs, c'est de pouvoir répondre aux objectifs fixés par le parti et les respecter le mieux que possible. C'est pour cela que nous avons tenu cette réunion de manière à sensibiliser nos responsables et permettre une meilleure compréhension du processus. Le coordonnateur principal du Poro, Gilbert Kafanakone, avait à ses côtés les coordonnateurs associés, les ministres Mamadou Sangafoua Koulibaly, Fidel Sarasoro et le coordonnateur adjoint, le ministre Amadou Koulibaly et bien d'autres cadres du parti. Le bilan du militant à l'ordre du jour également dressé par le coordonnateur adjoint, le ministre Amadou Koulibaly enregistre 58,10% d'atteinte des objectifs. Cependant jugé insuffisant selon le président du directoire du RHDP. Les militants, je pense que ça va, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, même si le Poro est placé parmi les meilleurs, mais j'aurais souhaité mieux. Pour l'atteinte donc de leur objectif, les responsables du parti des Oufouettistes du Poro sont outillés sur les stratégies d'enrôlement par une délégation du secrétariat exécutif chargé des élections. Le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale est annoncé pour octobre 2024 par la commission électorale indépendante. Et pendant ce temps, dans la commune de Cocody, la jeunesse RHDPL est sensibilisée aux méfaits de la drogue. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités de l'Union des jeunes RHDP de la Riviera. C'est autour d'un tournoi de Maracana que la sensibilisation a été portée au complexe sportif de la Riviera Palmeraie. Le reportage de Frédéric Koulayi et Éric Goré. Le sport, vecteur de cohésion sociale, les jeunes du RHDP de la Riviera l'ont bien compris. Ils se retrouvent pour renforcer leurs liens et se projeter dans l'avenir autour des idéaux du parti des Oufouettistes. Ma première stratégie pour encourager mes amis à s'enrôler sur la liste électorale, c'est d'abord tout le travail que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait sur le terrain, à travers les infrastructures, au niveau de la formation des jeunes, à travers AGFOP, Emploi Jeunes. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui
qui ont de l'emploi, qui ont une formation et qui peuvent se débrouiller même eux seuls à travers l'entrepreneuriat. Les défis sont nombreux et cette jeunesse RHDP de la Rivera l'a bien compris. Nous avons besoin de bras valides pour que ce pays puisse se développer. Et c'est le slogan du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est là pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est pour nous une occasion d'envoyer un message fort à cette jeunesse pour qu'elle puisse se faire enrôler. Parce que nous avons besoin d'une très bonne jeunesse pour le développement harmonieux de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Kouala Célestin, coordonnateur adjoint du RHDP de Cocody, appelle à l'union sacrée autour du président Alassane Ouattara. Nous sommes venus soutenir les militants de Cocody, n'est-ce pas, à travers le e-militant, parce que tous ces jeunes qui sont ici, vous aurez compris que beaucoup d'entre eux ne sont toujours pas inscrits sur la liste électorale. Notre rôle en tant que responsable politique de Cocody, naturellement, c'est d'aider tous ces jeunes-là pour qu'ils puissent effectivement être inscrits sur la liste électorale. Le message principal, c'est d'encourager nos jeunes à mener des activités saines. L'élection présidentielle, c'est dans quelques mois et le RHDP ne rate aucune occasion pour marquer sa présence sur le territoire ivoirien. Le challenge Fondation Lonassi récompense les meilleurs reportages à caractère social. Les journalistes dont les sujets sur des faits de société ont touché le jury repartent avec des récompenses. Cette année encore, les hommes et femmes de médias sont appelés à participer et le top départ de l'édition 2024 a été donné par Draman Coulibaly, président du conseil d'administration de l'institution, Ismaël Evrardeo, Khalil Diomandé, Diamasso. À la recherche du meilleur reportage à caractère social, la Fondation Lonassi lance son prix annuel dénommé Challenge Social Fondation Lonassi. Il est ouvert aux journalistes, mais ceux-ci doivent remplir certains critères. Ce concours est ouvert à tous les journalistes détenteurs de la CIJP, c'est-à-dire de la carte nationale d'identité journaliste professionnelle, et porte sur les grands genres journalistiques. Les critères portent sur la pertinence du sujet traité, l'engagement social et la qualité de la publication. Espace d'expression des talents journalistiques, la distinction du challenge social reflète l'engagement de la Fondation Lonassi à œuvrer pour le bien-être des populations ivoiriennes. Mesdames et messieurs les journalistes, votre intérêt pour le challenge social Fondation Lonassi est un motif de satisfaction pour nous, car chacune de ces éditions engage la Fondation Lonassi à apporter une solution aux problèmes identifiés par l'article ou le reportage primé. Vous en conviendrez donc avec moi, il s'agit d'une contribution significative à la mission de la Fondation Lonassi. Pour l'édition 2024 du Challenge Social Lonassi, le super lauréat repartira avec la somme de 2 500 000 francs CFA. Les journalistes ont jusqu'au 24 novembre pour soumettre leurs différents reportages. Dans l'actualité hors de nos frontières, raffiner jusqu'à 900 000 barils par jour, l'ambition du gouvernement ghanéen est grande et elle est tout affichée avec le lancement officiel ce lundi d'un méga projet de complexe pétrolier, un complexe à 60 milliards de dollars qui devrait changer le Ghana et le rendre indépendant en matière énergétique. Ce projet, qui devra faire du Ghana l'un des plus gros raffineurs de pétrole en Afrique, a des objectifs clairs. On attend d'ici à 2036 pas moins de 3 raffineries, 5 usines pétrochimiques, 10 millions de mètres cubes d'installations de stockage et de nouvelles infrastructures portuaires. C'est la première phase du projet qui a été lancée aujourd'hui. Elle coûtera 12 milliards de dollars et ne commencera réellement qu'en septembre avec le défrichement du terrain et l'installation de canalisation. Et nous vous le disions en titre, en Espagne, l'archipel des Canaries a accueilli de janvier 2024 à aujourd'hui 22 000 migrants clandestins. Le chiffre est quasiment plus du double de celui de l'année dernière qui oscille à 10 000. Ces chiffres ont été avancés par le ministère de l'Intérieur espagnol. Par ailleurs, le Premier ministre d'Espagne, Pedro Sánchez, effectue une visite la semaine prochaine en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal. Et cette hausse du nombre des migrants clandestins sera à chaque fois abordée. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 6h30 demain mardi. Excellente soirée.